mes chers camarades, je vous invite à vous lever pour observer l'hymne national de notre pays, la République démocratique du Congo. L'hymne national. Debout, Congolais, 1, 2, 3. Debout, Congolais, unis par le sang, unis en effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts, notre Congolais, et pour les peuples, non les plus belles, dans la paix, pardon, par la paix, nous bâtirons un pays qui manque avant, dans la paix citoyenne. Entendez, l'hymne sacré de solidarité, fièrement saluer. L'emblème de notre souveraineté, Congo, Congo, les alliés, Congo, au pays, Congo, bien-aimés, nous déclarons ton soleil nous assurer la grandeur, en tes joies, au doux soleil, en tes joies, en tes joies. Jour sacré, sois les témoins, jour sacré, l'alimenté, sois liberté, et nous lèverons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup pour ce soir. On y va, pose madame. À vous. Secrétaire. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs de la presse. Comment vous allez? Et nous nous excusons de ces petits désagréments qu'il y a eu. Ce sont les aléas techniques. Ça arrive régulièrement lorsqu'il y a des grands événements. Nous avons voulu vous donner la primaire de ce qui s'est passé à Doha, de la signature de l'accord cadre que nous avions eu avec la partie gouvernementale, pour que vous ne puissiez pas faire des spéculations, mais que vous ayez la matière telle qu'elle a été discutée, négociée, mais aussi nous allons demander au chef du département de communication de disposer les dits accords pour donner à certains organes de presse ici, pour que vous puissiez, lorsque vous allez détailler et analyser, que vous ayez un soubassement un peu scientifique. Mesdames et messieurs de la presse, nous saisissons cette occasion pour vous faire part et vous informer de l'accord cadre qui a été signé à Doha le 15 novembre 2025. Sous la médiation de l'État du Qatar, excusez-moi, sous la médiation de l'État du Qatar par l'entremise du ministre qatari des Affaires étrangères qui a parrainé les pourparlers, cet accord cadre est le fruit également de la facilitation américaine à travers l'envoyé spécial pour l'Afrique et le Moyen-Orient, M. Boulos, mais aussi la facilitation de l'Union africaine à travers le président Faure Gnassingbé, médiateur résidé par l'Union africaine. Cet accord est le fruit de beaucoup de patience et de concessions de la part de notre organisation. Nous avons travaillé dans un esprit constructif
Cet accord cadre est le chemin vers le début de traitement des causes profondes du conflit qui a pris des proportions inquiétantes dans notre pays, la République démocratique du Congo. Il circonscrit d'une manière claire les vrais problèmes auxquels font face les Congolais dans l'ensemble, mais aussi les défis des gouvernants, ceux qui gouvernent ce pays. La crise n'est pas localisée à l'est du pays seulement, comme veut le faire croire le pouvoir en place à Kinshasa. Notre pays vit dans un état comatique où tous les secteurs de la vie sont à refaire. L'armée, la police, l'administration, la gouvernance, la justice. Le social des Congolais est au bas niveau du jamais vécu dans le passé. Il nous faut tout repenser de faute en comble. Bref, la refondation de l'État dans le vrai sens du terme. Mesdames et messieurs de la presse, voici un peu l'esprit qui a animé notre organisation tout le long pour parler avec nos compatriotes de Kinshasa. L'accord cadre dont il est question, l'accord de Doha, je demanderai qu'on puisse projeter maintenant. Cet accord comprend 5 points. Il y a les préambules, et il y a l'introduction dans laquelle nous avons l'objet et les champs d'application de cet accord cadre, mais aussi des principes directeurs. Le 3e point, ce sont les protocoles et leurs petites définitions introductives. Le 4e point, c'est la mise en œuvre, le suivi et la résolution des différends. Le 5e point, ce sont des dispositions finales. Le souci qui anime notre organisation, c'est le devoir de redevabilité. Nous devons gérer nos populations en leur disant la vérité. On ne doit rien cacher à notre population pour qu'elle sache d'où nous venons et où nous allons. Et non pas prendre nos populations comme des gros bébés en leur cachant la vérité. Dans la partie préambule, s'ils vont faire défiler les textes, vous allez voir, il fait mention des engagements pris dans la déclaration des principes qu'on avait signée le 19 juillet 2025 à Doha. On parle là-dedans du mécanisme de libération des prisonniers dans le préambule. On parle de la paix qui doit être obtenue par la reconnaissance et la résolution des causes profondes du conflit et non par la voie militaire. On parle du dialogue comme chemin pour parvenir à cette paix telle qu'elle avait recommandé les cadres conjoints de l'Est African Community et SADC lorsqu'ils sont réunis en Tanzanie et approuvés par l'Union africaine. Dans le préambule de cet accord cadre, on parle également de la promotion de la cohésion nationale en luttant contre l'impunité et la promotion du respect des droits de l'homme et de la non-discrimination. On parle encore de l'engagement des partis à instaurer une paix globale et à résoudre les conflits par la mise en œuvre du présent accord cadre, conformément au protocole, aux phases et calendriers définis dans un esprit de coopération et de confiance mutuelle. Tout ceci exige la bonne foi des parties. À Doha, nous avions discuté à parties égales, c'est-à-dire la partie gouvernementale et la partie AFC M23. Ce n'était pas
des pourparlers où il y avait une partie qui impose la manière de faire ou qui impose sa volonté. Nous avons traité des problèmes frais et nous les avons traités, bien qu'il y avait des moments de tension, mais nous sommes arrivés à nous entendre sur certains points. L'objet et les champs d'action dans la partie introduction, l'accord de paix, l'accord cadre de Doha, énonce les principes directeurs des engagements fondamentaux que les parties doivent tenir, mais aussi les mécanismes de renforcement des acquis. Vous allez vous demander quels sont ces acquis. Le premier acquis, c'était les cessez-le-feu. Nous avions obtenu un cessez-le-feu, signé et parrainé par les États-Unis, les Qatar et tous les facilitateurs, mais aussi cette stabilisation. Vous avez vu que les fonds n'ont pas avancé parce qu'il y avait cet entendement-là de sauvegarder et protéger cet acquis qui est les cessez-le-feu. Malheureusement, la partie gouvernementale a exploité cela pour lancer des offensives généralisées. Et toutes les fois, vous lisez le communiqué à travers notre porte-parole pour dénoncer tout ce que nous vivons sur le terrain. Il y a aussi la résolution des causes profondes regroupées dans les 8 protocoles. Donc, c'est un acquis parce qu'avant, le gouvernement disait qu'il n'y avait pas de causes profondes de conflit. Et pour votre information, ils ont dit qu'eux aussi pouvaient avoir des causes profondes, ils pouvaient nous exposer aussi des causes profondes. Nous avons dit que nous avons amené 8 protocoles dans lesquels nous mettons nos causes profondes, et ils nous ont dit qu'ils peuvent avoir même 35 causes profondes de conflit. Voyez, on était prêts à discuter de ces causes profondes. L'accord de paix global, tel que nous l'avons défini dans l'introduction de cet accord cadre, sera l'ensemble de ces 8 protocoles négociés et signés par les parties. Il contiendra également tout autre document connexe éventuel qui pourrait être convenu par les parties. Ça peut être peut-être la Constitution, on peut associer à notre accord la Constitution, ou bien des accords précédents, mais pour lesquels on se sera entendu et convenu avec la partie gouvernementale. Jusque-là, on n'a pas encore signé un accord de paix global. On n'a même pas encore commencé les discussions des causes profondes. Chaque protocole définira des matières, donc de la matière à traiter, donc les contenus, des mesures détaillées, des calendriers et des modalités techniques. Et voici les protocoles que vous pouvez voir. On les a définis dans ce qu'on intitule les protocoles. Le premier protocole, lorsqu'on peut citer, c'est le mécanisme pour la libération des détenus, prisonniers, signé le 14 septembre 2025. Nous nous sommes entendus, une fois signé ce document, il fallait qu'il y ait libération des prisonniers. Le deuxième protocole, les mécanismes de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, signé le 14 octobre 2025. Le troisième protocole, les 2 premiers protocoles ici ont déjà été signés, discutés et signés. Ce qui reste, c'est sa mise en œuvre. Jusque-là, ça fait défaut parce que, au jour d'aujourd'hui, aucun prisonnier n'a été libéré. Jusqu'aujourd'hui, le cessez-le-feu est violé. Et à l'heure où je vous parle, nos forces, nos positions sont attaquées proches de Katoyi, vers Luki, où nos militaires sont en train de se défendre, à l'heure où je vous parle. Le troisième protocole, l'accès humanitaire et la protection judiciaire. Celui-ci n'a pas encore été discuté, ni le contenu, ni les calendriers,
ni les modalités pratiques. Le quatrième protocole, c'est le rétablissement de l'autorité de l'État, les réformes et les dispositions relatives à la gouvernance participative nationale. Le cinquième protocole, c'est dispositions intérimaires en matière de sécurité, désarmement, démobilisation et réintégration, DDR, des groupes armés locaux et neutralisation des groupes armés étrangers. Ici, on peut citer les ETF, les FDR et d'autres groupes étrangers que vous connaissez. Sixième protocole, c'est identité et citoyenneté, retour et réinstallation des personnes déplacées internes et des réfugiés. Septième protocole, c'est relance économique et sociale. Et huitième protocole, c'est justice, vérité et réconciliation. Dans le point 2, où nous avions défini, il y a l'accès humanitaire et protection juridique dans les protocoles. Après les deux autres là, donc c'était le troisième protocole. Ici, dans l'accord cadre, le gouvernement a reconnu qu'il y a déjà une zone sinistrée. Il y a la reconnaissance de la zone sinistrée, et cette zone sinistrée, ce sont les régions longtemps touchées par les conflits armés. Vous allez les trouver dans les protocoles, dans l'accord cadre, où on parle de la zone sinistrée. Et les activités qui seront menées dans cette zone sinistrée, le gouvernement va y décréter un état d'urgence humanitaire, mais aussi un programme spécial de pacification et de reconstruction. Il sera lancé dont les modalités seront définies dans les protocoles. En ce qui concerne la protection juridique, on aura à prendre toutes les mesures pour apaiser les climats qui se vivent dans notre pays, les climats d'insécurité et d'instabilité, l'exil forcé, d'où il faudra annuler les condamnations fantaisistes et les sanctions inutiles. Il n'y aura plus de poursuites, mais aussi il y aura des restitutions des biens spoliés, des biens expropriés et des biens cassés au profit de la population. Le quatrième protocole, ou bien deuxième après les deux autres là, c'est le rétablissement de l'autorité de l'État, les réformes, la gouvernance participative nationale. Nous avions aussi divisé ce point en sous-points, comme il y a là-bas, où on a commencé par parler de la restauration et de l'établissement de l'autorité de l'État, mais aussi des réformes, et enfin des dispositions de gouvernance participative nationale. Qu'est-ce qu'on entend par ces termes ici? En ce qui concerne le rétablissement de l'autorité de l'État, il y a à boire et à manger, mais on n'a jamais discuté sur cet aspect. Cette thématique n'a jamais été abordée à Doha depuis le mois de mars jusqu'à ce jour. Et là, le problème ne concerne pas là où la partie gouvernementale veut situer les problèmes, c'est-à-dire l'Est, c'est-à-dire Nord Kivu, Sud Kivu. Le rétablissement de l'autorité de l'État se fera sur l'ensemble du territoire national. Et vous allez le lire dans l'accord cadre. Il n'y a ni calendrier, ni l'état ni les modalités pratiques, parce que ces thématiques doivent être discutées dans les protocoles. Concernant les réformes seront définies
dans les protocoles afin d'assurer la stabilité politique, sécuritaire et institutionnelle du pays. C'est dans ces différents domaines que nous allons procéder à des réformes, c'est-à-dire des réformes institutionnelles, des réformes politiques et les réformes sécuritaires. Le point C, c'est le dispositif de gouvernance participative et nationale. Ici, il est question de faire participer tout le monde, y compris des groupes marginalisés, des exilés politiques, des opposants forcés à l'exil. Bref, une approche plus large qui englobe la participation de tous en mettant l'accent sur l'équité et l'inclusion. C'est pour penser au bien-être de la population aussi que nous nous sommes convenus qu'il devra y avoir la libre circulation des personnes et des biens, accès aux documents de l'état civil, accès aux documents nécessaires, réouverture des services essentiels, banques, douanes, infrastructures. Vous avez trouvé également dans notre accord cadre. Nous nous sommes convenus. Le troisième protocole, ou bien le cinquième, suivant l'ordre si on ajoute les deux, ce sont les dispositions intérieures en matière de sécurité, désarmement, démobilisation et réintégration DDR. Le parti se sont engagés à éviter de soutenir, voire héberger aucun groupe armé. Le parti se sont engagés à désarmer les groupes armés locaux. Tous les voisins et les autres milices locales, nous devons les désarmer. Les partis se sont engagés à neutraliser les groupes armés étrangers, EDF, FDLR et consorts, et prendre des dispositions transitoires en matière de sécurité dans les zones touchées par les conflits, afin d'assurer l'ordre public et la protection des civils. Le quatrième protocole, dans l'ordre après les autres, ou bien le sixième protocole, c'est l'identité et citoyenneté, retour et réinstallation des personnes déplacées internes et des réfugiés. C'est l'une des causes profondes qui gangrènent notre pays, la crise identitaire. Aujourd'hui, elle est à la base de plusieurs milliers de réfugiés dans les pays voisins, voire en Europe et partout en Afrique et dans le monde. Et c'est là, vous voyez vous-même, l'exclusion qu'il y a dans ce pays, la xénophobie, la haine tribale, la discrimination. Donc cette question d'identité, où maintenant le président Kabila a été dénié de sa nationalité parce qu'on ne le reconnaît pas comme le fils de ce pays. Vous êtes témoin. Il y a certains candidats qu'on voulait écarter parce qu'on disait qu'ils n'étaient pas des pères et des mères. Donc, dans notre pays, la question identitaire, elle est à la base de toute la souffrance et de la misère. On ne pouvait pas faire abstraction à cela. Nous nous sommes convenus de travailler sur cela. Et dans les protocoles, on devait étudier toutes les matières y afférentes. Et les partis se sont engagés à faciliter le retour sûr, volontaire et digne des réfugiés et personnes déplacées dans leur région d'origine. Dans ce quatrième point, dans ce protocole, on s'est convenu que notre pays, la RDC, devait signer un accord tripartite avec tous les pays d'exil, d'asile, où nos populations ont trouvé asile, les pays limitrophes, mais aussi avec les HCR. Le gouvernement s'est engagé à protéger les personnes retournées contre la persécution, les discours de haine, la dénationalisation et l'exil forcé. Et aussi, dans cet accord cadre,
c'est aussi la question relative à l'identité qui devra être traitée en conformité ou conformément à la Constitution. Le 7e protocole ou 5e, lorsqu'on enlève les deux premiers, c'est la relance économique et les services sociaux. Les partis ont convenu que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires et dans l'urgence pour rétablir les services publics de base et un programme de relèvement des infrastructures essentielles dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la protection de l'environnement et le soutien aux petites et moyennes entreprises afin de relancer l'économie locale. Pour votre information, lorsqu'il y a eu l'épidémie de mpox, parfois nous avons eu des difficultés que les vaccins nous parviennent ici. Il y a des intrants contre des maladies chroniques qui ne pouvaient plus arriver ici parce qu'il y avait des difficultés. Alors, dans l'urgence, avec la facilitation des Américains, de l'Union africaine et la médiation du Qatar, on a demandé au gouvernement de faire des mesures humanitaires et dans ce domaine ici, de faciliter que l'éducation fonctionne normalement, que la santé fonctionne normalement, mais aussi la protection de l'environnement. Et on accordera aussi la priorité à la réintégration des personnes démobilisées et aux groupes vulnérables. Lorsqu'on va traiter cette question ici dans le protocole et qu'on aura pris des calendriers et des modalités pratiques et les opérations auront été menées, il y a de ces jeunes gens combattants qui vont quitter les groupes armés. Il faudra qu'il y ait un programme spécifique pour leur réintégration. Mais aussi il y a des groupes vulnérables pour lesquels on a exproprié leur cheptel, pour lesquels on a détruit les maisons, on a incendié des villages. Et ce sont des groupes vulnérables, il faudra aussi avoir un programme spécifique pour faciliter toutes ces personnes. Et on accordera une priorité pour ces couches sociales. Le 6e protocole ou bien le 8e protocole, c'est en matière de justice, vérité et réconciliation. Nous nous sommes convenus de l'établissement par le gouvernement d'une commission indépendante nationale de vérité et de réconciliation. Tellement que le pays est déchiré par des conflits ethniques, par l'exclusion, par la xénophobie, par les haines tribales, par toutes sortes de dérapages, parce qu'il n'y a pas la cohésion, parce qu'il n'y a pas de vivre ensemble. Et les deux parties nous sommes convenus et nous avions acté et nous avons apposé nos signatures dans cet accord cadre pour que le protocole qui va traiter sur ce sujet puisse vider toute cette matière-là. Et la mise en œuvre sera définie dans le cadre du protocole. Le 3e grand point de l'accord cadre, c'était la mise en œuvre suivie des résolutions des différends. Il peut y arriver qu'on ne s'entend pas sur certains points pendant que nous sommes en train de mettre en œuvre l'accord. Nos différends doivent être gérés à l'amiable. Il s'agit ici d'adopter les protocoles et tout ce qui est afférent à ces protocoles afin de la mise en œuvre du présent accord cadre. Les partis se sont engagés de mettre en œuvre l'accord cadre et les protocoles de bonne foi. C'est-à-dire que, en tant que responsable, en tant que les gens qui sont appelés à soulager les souffrances de nos populations, nous devions transcender nos égos, nos considérations personnelles pour chercher le bien-être de la population. Et de bonne foi, nous sommes appelés à mettre en œuvre cet accord cadre avec l'accompagnement et le soutien de la communauté internationale. Le 4e point, qui est le dernier de l'accord cadre, c'était des dispositions finales. Nous avions dit que toute modification des dispositions du dit accord nécessitera le consentement des deux parties. Et l'accord de paix global
C'est défini dans l'objet et les champs d'application de cet accord cadre où on a dit c'est l'ensemble des protocoles signés, négociés et acceptés par les deux parties. C'est ce qui fera l'accord de paix global. Voilà, mesdames et messieurs les journalistes, l'économie de l'accord cadre signé à Doha le 15 novembre 2025 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars. Je vous remercie. Accentuer ndugu Oster Malivika, uongozi wa serikali ukachukua hiyo karatasi tulisaini hii mkataba ya accord cadre ni kama vile njia, lakini iliwaelezea hapa hatuyaingia kwa undani kwa kuzungumzia hiyo serikali, nani ataongoza vipi, ataongoza wapi. Na ukasoma vizuri hii accord cadre inasema hii uongozi wa serikali sio itakuta hapa peke yake, itakuwa kwa Kongo nzima. Kongo nzima iongozewe vizuri, inatubidi tubadilishe uongozi kwa nchi nzima. Swali yako la pili, tukishambuliwa tutaendelea kuchukua miji. Sisi tuna haja ya kuprotect raia wetu, na wakati vita inakuja wale wanatushambulia sisi, na wakati tunawasogeza mbali, tuna huu droit ya kusaidia raia yetu, na wakati tunafika mahali, wakati walishambulia na wanafukuzwa, tunabaki hapo kwa kusaidia raia yetu. Nikiwaza hiyo sio kuchukua miji, lakini ni target moja peke yake ya kusaidia population yetu kusudi wasinyanyaswe. La question qui a été posée par l'ami, quelle valeur accordez-vous à cet accord cadre, car il y a la violation de ces éléments. Nous accordons une très grande importance à cet accord cadre parce que déjà, ça trace, ça circonscrit la matière qui fera objet de dialogue proprement dit. Jusque-là, comme je vous l'ai dit, on n'a pas encore commencé le dialogue proprement dit pour traiter les causes profondes des conflits. Il nous a pris d'abord du temps pour arriver à faire sortir le premier document que les camarades, le chef de département a signé ici, les communiqués conjoints, où on mettait des intentions pour d'abord apaiser les climats et les propos, éviter des propos qui fâchent, afin de faciliter les pourparlers à Doha. Le deuxième document qui a été signé, c'est la déclaration de principe, qui avait 7 points, qui avait défini des grands principes, des cessez-le-feu, les retours des réfugiés, la restauration de l'autorité de l'État, ainsi de suite, jusqu'à l'accord proprement dit, au 7e point. Le troisième document qui a été signé, c'est que le mécanisme de vérification de cessez-le-feu, qui a été déjà consacré dans l'accord, dans les déclarations de principe. Mais cet accord, le document ici que nous venons de signer, c'est là où nous nous sommes mis d'accord sur les matières à traiter pendant le dialogue, pendant le parler de paix, qui sera conclu par un accord de paix global, où nous allons toucher sur l'humanitaire et la protection des pays, nous allons toucher sur tous les aspects, même les réformes. Quel genre de réformes nous allons définir dans les protocoles. Nous allons travailler sur la question de l'identité de la citoyenneté. Nous allons travailler sur la question des groupes armés, parce que c'est un problème. Dans ce pays, chaque leader a une milice. Chaque général, officier supérieur a une milice pour défendre les cantines. Nous devons arriver
à clore ce dossier d'insécurité en désarmant les groupes armés locaux, mais aussi en mettant fin aux groupes armés étrangers. Donc pour nous, cet accord cadre est très important. Ce n'est pas juste un papier, mais ça nous a permis à tracer les limites et les cadres ça nous a permis à tracer les cadres et à circonscrire les matières que nous avons mis dans les protocoles. Et lorsqu'on va commencer la discussion sur ce protocole, nous allons toucher toutes les matières. Et là, nos autorités locales, nos autorités provinciales, les départements, les couches sociales, la fête, tout le monde sera associé pour apporter l'idée de vouloir construire un pays où la population, le peuple est en avant-plan. Et c'est là, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore entamé une seule discussion de ce protocole ici. La question de l'échappée. Merci maman, en tant que ministre pour la population de M. Zola la Congo, c'est payé. Mais nous sommes tous là. Comme nous avons une qualité, nous sommes en train nous avons positive. Tout le monde est yoka. Mais ce qui est yoka, bango bakola. Et l'autre bango est déranger bango. Ce qui peut être yoka, bango bakola. Pour aider, pour le Congo, ils ont déjà base. Il y a qui tombe au PAIC. Pour le Congo, pour la matériel, ils ont un antivalère et les services à l'autre. Yo on peut ça bango na le message moko yé c'est bango ke batia motema na bango pire babanga eloko moko te nyonso tozali kosala manso tozali kosala ezali po ete population la mission et là na pe sala basala bana botu lisusu est baolo na bato ya awa te biso nde tokokende kuna biso nde tokokende kuna pour que les temps pour solo la maison na kati ya protocole tant pour restauration pour établissement il y a autorité de temps pour la matérialisation mais nani akozala kokambi na kati ya matériel wana yeba lelo akozala kokamba wapi yeba lelo akokamba lelo yeba lelo donc bakitisa mitema bazala pembele biso tozali kosala nyonso mpe tozali kotia monene po ete kimia ya somo tozonga na kati ya mboka oyo mpe population na biso azwa litomba na kati ya mosala yango na matériel kosala mpo te molakisi afutama oyo azali kosoigna na kati ya l'hôpital azwa salaire na ye fonctionnaire ya l'hôpital azwa salaire na ye motu moko amonela mosusu te azwa mboka lokola ezali bien privé na ye Kivu Express qui a posé la question que j'avais fait une déclaration pour dire que lors de la signature de l'accord cadre, il y aura des modifications de la situation sur le terrain et que la population peut patienter. Et est-ce que la population va patienter une année? Quelle est la durée? Vous savez, nous sommes tenus par le devoir de l'irrévocabilité. Dans l'AFC 2023, ou soit on ne sait pas faire les choses comme c'était, ou on sait le faire, on dit ce qu'on a fait. On ne promet pas pour ne pas réaliser. Si nous faisons ces restrictions, c'est pour vous montrer noir sur blanc ce que nous sommes. On n'a rien inventé ici. Il y a des gens qui ont fait des propagandes, des campagnes pour dire qu'à la signature de l'accord de Doha, l'AFC 2023 ne va plus exister sous ce format-là, on va la discuter. Excusez-moi. Ils ont fait des campagnes, ils ont promis à la population toutes choses invraisemblables. Mais nous sommes dit parce que nous savions ce que
Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a encore une information qui vient de me tomber ici. On nous attaque à Maïni, Nyombe, à Tubimbi, dans le Mwenga, mais aussi des bombardements des avions et des bombardements des artilleries. Des Sukhoi aussi, les avions de guerre sont en train de bombarder. Pensez aussi que nous allons croiser les peuples qui continuent de bombarder. Je vous ai dit qu'il y a des mois, nous avons discuté en termes de partis. Et même le médiateur nous répétait que nous n'avons pas un penchant. Vous êtes des partis en conflit, vous vous êtes tirés dessus. Vous avez des populations sous votre protection. Vous êtes en train d'administrer. Donc on vous parle d'égal à égal. On travaillait d'égal à égal. Raison pour laquelle même le bien fondé de cet accord cadre ici, partout vous allez dire que les partis s'engagent. On ne dit pas que c'est le gouvernement qui a le monopole de mettre en œuvre de ce que nous avons signé. Nous allons le mettre ensemble en œuvre. S'il faut travailler, on va travailler ensemble. S'il faut procéder à neutraliser les groupes armés étrangers ou quoi, ils font dans leur parti, nous faisons dans nos partis, jusqu'à ce que la paix totale vienne, alors on va parler sur d'autres choses. Tant que les groupes armés locaux ne sont pas désarmés, il y aura mort, il y aura l'insécurité. Les gens ne peuvent pas circuler librement. Donc il y a des préalables à la mise en œuvre de tout ce que nous allons discuter. Et même les matières et les contenus, nous allons les discuter l'une après l'autre dans les protocoles. Raison pour laquelle nous avons dit toutes choses restant égales par ailleurs, dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances, nous pensons que la situation est restée telle qu'elle est. Parce que jusqu'aujourd'hui, ils continuent à nous attaquer, nous continuons aussi à nous défendre. Et en nous défendant, si l'arrivée de nous payer des entités, on ne va plus les relâcher. Père de Katoï, vous nous demandez si nous confirmez. C'est ce que je viens de dire maintenant. Partout où ils nous attaquent, si nous arrivons à les repousser, nous restons là pour protéger la population. Lorsqu'ils nous repoussent, nous reculons aussi. Ils restent là pour assiéger ou bien contrôler l'espace. Donc, c'est le rapport de force sur le terrain qui définira qui aura l'impérium de gérer une entité, qui aura le dessus pour protéger la population. Mais nous tous, dans l'accord cadre, on nous a dit, nous devons veiller à la protection de la population. Et cet accord cadre devra être mis en œuvre de bonne foi. Je pense que j'ai épuisé les 5 questions que vous avez posées. Merci. Et j'ai des amis ici qui font membre de la délégation. Il y a camarade de Jean-Pierre Kamba qui est assistant du coordonnateur de Neyanga, j'ai le camarade Jean-Paul Maître Jean-Paul Chaka, qui est conseiller technique dans le cabinet, dans la coordination. Et nous avons le camarade Chisola Yannick, qui est le directeur de cabinet de la coordination, du coordonnateur de l'Alliance du Congo. Et pour certaines questions en anglais, dans d'autres langues, ils peuvent intervenir pour répondre. Je vous remercie. kuba twaragiye Doha ndetse warabonye n'umuyobozi wa FC wungirije Bertrand Bisimwa ko niba ntabwo byabiteraga ushingiye ku byo Kinshasa yavugaga ndetse n'ibyo bashyize hanze nk'inzandiko zishinzwe kubafata iwe n'abandi bayobozi. Icyo nagusubiza ni uko abantu bose bagiye Doha kuye nawe ubwiwe umuyobozi n'abandi bose bagiye mu buryo habaga hari ubwishingizi bw'ibihugu bikomeye. Mu biganiro byabaga Doha harimo n'ibihugu ka Amerika byari bifasha mu biganiro kumvikanisha impande zombi. Ibyo rero byatumaga abantu bose bagiye ku mpande zombi cyane cyane ku ruhande rwacu bagira icyizere yuko nta mpungenge z'umutekano wabo. Ntabwo rero twibwiraga ko kuba umuyobozi wacu yagiye nubwo hoba hari iterabwoba rya Kinshasa ko hari ikibazo cyari kuvaho. Niko yagiye yaragarutse n'abandi bose baragarutse kandi bari umutekano nta mpungenge zari zihari. Ikindi wabajije ngo ese Doha ni ikinamico.
ntabwo navuga ko ari inkinamico. Umuyobozi hano ibyo yavugaga mbere yavuze ko hari bimwe byagezweho mbere y'uko dusinya icyo twise ngo ni accord cadre cyangwa framework. Mu kinyarwanda bashaka ijambo risa nayo ntabwo ndabona mu mutwe wanjye. Bimwe mu byagezweho mbere hari icyo bita ceasefire mechanism, imonitaringa inakora, mbese ni uburyo bukoreshwa kugira ngo barebe ko hubahirijwe amasezerano yo guhagarika imirwano. Ibyo ni bimwe mu byumvikanyweho n'impande zombi. Icyo twavuze hano umuyobozi yavuze nubwo ayo masezerano yasinywe mu kwezi kwa karindwi kurimo cyangwa ku 9 sinibuka neza, ntabwo uruhande rwa guverinoma yubahiriza. Ni ukuvuga ngo twanegosyaga, twakoraga ibiganiro, ariko nanone tuzi yuko ayo masezerano atarimo yubahirizwa. Ibyo ni ibintu buri gihe cyose babaga baduteye twabigezaga ku babishinzwe kugira ngo ayo masezerano yasinywe n'impande zombi yubahirizwe. N'ubu turimo tuvuga iyo dutewe tugaragaza yuko ayo masezerano atarimo yubahirizwa, ndetse tugasaba yuko ababishinzwe biteganywa muri ayo masezerano bakora uburyo buteganyijwe nanone kugira ngo uruhande rurimo rutera rushobore kuba rwafatirwa ibihano. Kuba rero hari ibyo bitero ntabwo bihagarika ibiganiro birakomeza, ariko nanone bigakomeza kugaragazwa yuko hariho kutubahiriza ibyagezweho n'ibivugwa n'impande zombi. Ngira ngo ni ibyo wari wabajije. Cyanyuma ni ukuvuga ngo ese wahari icyizere ufite, icyizere cyabura n'umuganira. Turimo turaganira na leta kandi ifite icyizere ko tuzageraho imirwano ihagarara, hakaba ubwumvikane, ibibazo bigashobora gukemurwa mu buryo bw'ibiganiro bitanyuze mu ntambara. Merci. Pour la journaliste qui a demandé pour leur sécurité. Dans l'accord cadre, il y a là où nous devons signifier la protection juridique. Ça inclut tout le monde. Ce n'est pas la protection juridique pour les membres de l'AFC, c'est pour tous les Congolais, dans leurs droits. Et il y a là où nous avons dit qu'il faut qu'on puisse faire la promotion des droits de l'homme, des respects, des droits humanitaires. Donc, nous sommes respectueux de cela. Et en discutant, vous êtes toujours mis dans la tête être dans une position de félicité. C'est le bien fondé même de cette révolution. Les révolutionnaires sont comme des idéalistes. On brave la peur pour que nous puissions rendre notre peuple son droit. C'est pourquoi il nous a été même obligé de prendre, de recourir à la force, parce que le langage politique n'a pas marché. Vous voyez, il y a beaucoup de sommité dans l'opposition. Mais le président Tshisekedi dit que les oppositions à paix. Nous, on a dit on ne fait pas, on affronte les dangers pour le bien-être de la population. Et tout ce que nous faisons, c'est pour tous les Congolais. Et c'est même pour les opposants politiques qui sont du côté de Kinshasa, dans la partie contrôlée par Kinshasa, et qui sont à l'exil, et qui sont même les bienvenus de venir chez nous. Ici, ils n'auront besoin ni de visa ni de quoi, ils rentrent dans leur pays. Et ils ne doivent pas avoir peur. Et les matières qui seront traitées dans les protocoles tiendra compte de leur état aussi, de ces poursuites, des arrestations arbitraires, des méfaits, des dictatures qui s'installent à Kinshasa. Nous nous sommes opposés à cela et nous avons opté pour la voie de la force pour arriver à mettre fin à cette dictature. Raison pour laquelle les journalistes qui sont ici, les journalistes sont apolitiques. S'ils font bien leur travail, personne ne peut le poursuivre. C'est là à Kinshasa où les journalistes sont comme des caisses de résonance, où on leur interdit d'interviewer. Vous êtes témoins qu'on nous a coupé, on nous a privé le micro, bien le droit de réponse. Et notre son des cloches dans tous les médias. Il y a une sorte de comment on dit ça dans les termes, un blackout de notre côté pour que nous, on ne puisse pas s'exprimer dans le média. Donc, je voudrais dire à la journaliste qui a posé la question de ne pas s'inquiéter. Ce que vous craignez là-bas, c'est vrai.
de vrais hommes créent leur propre destin. Si vous ne créez pas votre destin, vous ne travaillez pas pour votre destin, personne ne le fera à votre place. Et nous, dans notre mental, nous ne réfléchissons pas que Kinshasa et Koyawa. Même celui qui viendra ici, il viendra dans le cadre d'un accord signé et dans les protocoles pour savoir il vient faire quoi, comment va-t-il se comporter, pour faire quoi et où. Vous voyez? Donc, ayez vos apaisements. Tout ce que nous faisons, c'est pour le bien de la population, y compris les journalistes. Il y a une question que le journaliste a posée pour le Burundi, concernant le Burundi. Nous n'aimons pas parler pour d'autres pays, parce que nous ne sommes pas mandatés de parler au nom des autres pays. Mais s'il y a un pays qui vient se mettre en porte-à-faux sur notre chemin pour que la paix ne revienne pas, il nous aura sur son chemin. Il ne peut pas être un obstacle pour la voie que nous sommes en train de tracer, nous les Congolais, et qu'un pays tiers puisse venir s'immiscer dans les affaires internes. Raison pour laquelle nous nous abstenons de faire des commentaires. Raison pour laquelle l'AFC M23 a pris l'option de ne pas commenter les informations, ni les renseignements, ni les questions qui touchent à d'autres pays. Nous, nous traitons des problèmes congolais, et celui qui s'immisce dans les problèmes congolais devient un obstacle pour la paix, et cela, nous ne pouvons pas les tolérer. Pour le Burundi, vous savez que nous nous sommes battus contre le Burundi. Les militaires burundais, ils ont occasionné la destruction des maisons en Touro, dans les Massissi. Ils nous ont attaqués en Ngungu, où ils ont fait des exactions sur des populations civiles. Jusqu'aujourd'hui, à Minembwe, ils sont en train d'encercler Minembwe, à Miké, qui est partout où ils empêchent même les populations civiles d'accéder au marché pour aller acheter les produits de première nécessité. C'est déjà un obstacle. Et lorsqu'ils se mettent devant nous, étant une force hostile, nous allons le prendre comme force hostile. Je donne la parole à camarade Jean-Pierre qui voulait répondre sur la question de désarmement ou d'aider. Je pense que les camarades. Et vous avez constaté plusieurs fois ici des rapatriements des FDLR dans leur pays, des rapatriements des populations rwandaises qui rentrent dans leur pays. Donc, nous ne faisons pas partie des personnes qui seront désarmées. D'ailleurs, nous faisons partie de la matrice de l'armée républicaine qui sera construite parce que notre armée est disciplinée et elle est professionnelle. Concernant les retours des réfugiés, comme l'a dit le camarade Jean-Pierre, il est inconcevable que nous ne soyons pas impliqués dans les retours des réfugiés. Parce que quand ils rentrent dans les zones que nous administrons. C'est que nous avons la charge de les sécuriser les convois et de sécuriser leurs milieux de retour. Donc, nous faisons partie prenante dans l'opération de retour des réfugiés et même des déplacés de terre. Mais aussi bon nombre de militaires, vous devez le savoir aussi. Leurs parents sont des enfants, sont des réfugiés. Ce sont les enfants des réfugiés. Comment voulez-vous traiter les dossiers des réfugiés où leurs propres enfants se battent pour que les parents entrent et que vous puissiez les inscrire dans le processus des rapatriements ou même de leur installation? Pour dire, la tripartite, c'est le gouvernement de la République qui doit les signer avec le gouvernement des pays d'Asie. Là où il y a des réfugiés, notamment la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya, c'est le gouvernement de la République qui doit signer ces tripartites-là. Mais lorsque les réfugiés rentrent, nous devons être impliqués pour leur sécurisation, pour leur réinstallation
et même leur récupération. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais répondre à la question qui concerne l'ouverture de l'aéroport de Goma. En vous disant qu'en date du 28 octobre 2025, le coordonnateur politique a adressé une lettre au ministre de l'Europe, au ministre des Affaires étrangères, en prévision de la conférence humanitaire qui a été organisée à Paris. Et dans cette lettre, le coordonnateur politique a parlé de cette question de la réouverture de l'aéroport de Goma, soi-disant pour des raisons humanitaires. Déjà, je voudrais vous dire que ce lobbying qui est fait pour cette question de l'aéroport est un lobbying qui est fait par des humanitaires qui gagnaient sous le dos de la population. Aujourd'hui, que les camps qui étaient autour de la ville de Goma ont disparu et que tout le monde est retourné dans les villages, ces gens n'ont plus de business à faire. Et je voudrais vous dire aussi que nous sommes à la fin de l'année, ils doivent parler de la situation alarmante dans cette zone pour recevoir des financements l'année prochaine. C'est ça même le lobbying en fait, de ces humanitaires qui sont allés agiter le gouvernement français en ce qui concerne la situation humanitaire dans cette zone. Chers journalistes, vous n'avez qu'à regarder le paysage de ce pays. À Kouamoun, nous sommes à la porte de Kinshasa. Des communautés locales se gorgent à la porte de Kinshasa. C'est une situation humanitaire qu'on ne fait pas allusion. À Béni, c'est chaque jour qu'on tue. En Éthiopie, n'en parlons pas. Pas plus tard qu'il y a une semaine, dans la province du Lualaba, nous avons vu des centaines de Congolais périr dans les mines, y compris des enfants. C'est une situation humanitaire préoccupante. Mais on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que le business, c'était l'humanitaire ici dans cette zone. Et nous sommes venus pour normaliser la situation économique et sociale de nos compatriotes. Ils ne voient pas de cette œil-là. Et donc, s'agissant de l'aéroport de Goma, cette question est liée de deux ordres. Le premier point, c'est sécuritaire, mais aussi c'est politique. Comment nous en sommes arrivés là? Nous en sommes arrivés là parce que la coalition FDLR, Burundi, FARDC, Ouazalendo et consorts, ils ont pris l'habitude, lorsqu'ils perdent sur le terrain militaire, de saboter les infrastructures. Ils l'ont fait dernièrement avec Wangiza, ils l'ont fait aussi avec l'aéroport de Goma. Avant de partir, ils ont détruit la tour de contrôle, ils ont détruit la piste d'atterrissage, ils ont laissé des mines antipersonnelles dans cet aéroport. Bref, ils l'ont saboté. Et aussi, le gouvernement de Kinshasa a publié un notable qui est une sorte d'interdiction pour les aéronefs, pour les avions d'atterrir à l'aéroport de Goma et l'aéroport de Bukavu. Ce sont là les actes qu'ils ont posés. Et donc, ils sont responsables d'abord de la destruction de cette infrastructure, mais nous, en tant qu'autorité de fait sur cet espace, nous ne pouvons pas ouvrir cet aéroport vaille que vaille. Cela doit être un processus. Sur le plan sécuritaire, le secrétaire permanent venait de relever qu'il continue à nous attaquer. Il viole le cessez-le-feu. Ils envahissent l'espace aérien avec des drones et des Sukhoi. Et nous avons la responsabilité de protéger les populations. Nous ne pouvons pas accepter que cela se fasse comme ça, alors qu'ils passent ce qu'ils veulent en réalité. Utiliser cette rêverie, c'est un fantasme. Ils veulent cet aéroport de Goma pour essayer de tenter peut-être une opération aéroportée. Et sur le plan politique, nous disons que l'ouverture de l'aéroport de Goma n'est pas dissociable à toutes les mesures de rétablissement de confiance. Jusque-là, nous avons libéré plus de 2000 ou 3000 détenus. Vous vous rappelez les 1500 qui étaient à Mouscou? Ce sont des détenus que nous avons libérés. Les mercenaires, nous avons libérés. Et plusieurs combattants. Et aujourd'hui, dans le processus, dans le mécanisme de libération des prisonniers, des détenus, Kinshasa n'a libéré personne.
Et donc, sur le plan politique, la question de la réouverture de l'aéroport de Goma n'est pas dissociable à la question politique de rétablissement de confiance, aux questions politiques de respect de l'accord cadre et même de la déclaration de principe. Voilà la réponse que nous proposons au journaliste qui a posé, qui est même contenue dans la lettre du coordonnateur. Je crois qu'avec son autorisation, nous publierons cette correspondance pour que la population puisse comprendre quelle est notre ligne politique par rapport à ça. Merci. Et sur la question de Moustapha, nous respectons les accords que nous signons.